Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va s'intéresser aux bandes issues du livre Sentinelle de l'Ordre. Je vais noter chaque bande sur différents critères, les notes allant de 1 à 5, 1 étant pas terrible et 5 étant très bien. On commence par les cités de Sigmar. D'un point de vue narratif, là on a beaucoup de choix parce que chaque cité a vraiment sa propre histoire. Vous avez bien sûr les cités majeures que l'on peut retrouver dans le livre, mais vous pouvez également créer la vôtre en vous inspirant du fluff. Bref, il y a énormément de liberté selon ce qu'on a envie de faire. C'est aussi une bonne occasion de ressortir ces vieilles figurines de nains, d'elfes et de fantassins de l'Empire. D'un point de vue créatif, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Ce n'est cependant pas une bande qui est facile à jouer. C'est sûrement une des bandes les plus complexes du jeu. Parce qu'il y a énormément de figurines. Il y a différentes aptitudes qui vont varier selon leur cité d'origine. Donc ça n'en fait clairement pas une bande pour les débutants. En contrepartie, vu leur énorme choix de troupes et leurs différentes aptitudes en fonction des cités, on a énormément de versatilité et là aussi c'est sûrement une des bandes les plus riches du jeu. Niveau investissement, c'est une bande qui est assez chère parce qu'au final vous allez devoir acheter beaucoup de boîtes différentes si vous voulez faire une bande et si vous voulez essayer plusieurs options, il va falloir en acheter encore d'autres. Cependant, beaucoup de ces boîtes sont issues de l'ancienne gamme de Warhammer Fantasy et donc sont assez facilement trouvables sur le marché d'occasion. C'est une bande qui n'est pas vraiment facile à peindre. La plupart des figurines sont assez anciennes, ça va être en plus des figurines qui ne sont pas à la base prévues pour être jouées ensemble, comme des anciennes figurines elfes, nains et chevaliers de l'Empire. La plus grosse difficulté va être d'harmoniser le tout, afin de donner une véritable identité à la bande. Ça reste une bande qui est très sympa à jouer, pour la simple raison que vous allez pouvoir essayer beaucoup de choses différentes. Leur choix de troupes leur permet de vraiment s'adapter à votre style de jeu, et vous permet également de le mixer comme bon vous semble. On enchaîne avec les Daughters of Cain. D'un point de vue narratif, c'est assez limité. Autant leur fluff général est assez intéressant, autant à l'intérieur du couvent, il n'y a pas tant de choix. Parce que finalement, toutes les Daughters of Cain vont suivre ce que demande Moratti et ne vont pas chercher beaucoup plus loin. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer pour la simple raison que c'est des unités qui valent plutôt cher, qui sont assez fragiles mais qui peuvent faire énormément de dégâts. Et faire sa bande demande une certaine réflexion et pas mal de tests avant d'arriver à quelque chose qui vous convient vraiment. Niveau investissement, il va généralement vous falloir 3 ou 4 boîtes pour pouvoir faire votre bande de Daughters of Cain. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit une bande qui soit rentable. Ça reste une bande qui est plutôt facile à peindre. Cependant ça reste majoritairement de la peau, donc quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et il faut bien dire également que ces figurines sont assez petites comparées au reste de la gamme, ce qui peut être assez difficile lorsque l'on débute. Ça reste une bande qui est assez sympa à jouer malgré leur fragilité, parce qu'elle a un énorme potentiel de dégâts lorsqu'on a un petit peu de chance au dé, et juste pour ces moments-là, ça vaut le coup. Ensuite on va parler des Fyreslayer. D'un point de vue narratif, il faut bien l'avouer, c'est assez pauvre, ce sont des mercenaires et pas grand chose de plus. C'est une bande qui n'est pas spécialement facile à jouer, parce qu'on a beaucoup d'unités qui se ressemblent, on a un mouvement général qui est plutôt bas et on n'a pas tant de figurines que ça sur le board. On a quand même cependant suffisamment de choix pour créer des bandes différentes, selon si on veut être un peu plus tanky, un peu plus à distance ou plus offensif. C'est une bande qui peut s'avérer un petit peu chère parce que vous allez devoir acheter différentes figurines, des héros, ce genre de choses, voire vous allez sûrement aller chercher des alliés afin de compléter votre bande. C'est une bande qui est plutôt facile à peindre. On est sur des nains qui sont quasiment nus, avec des grosses crêtes oranges et des armes. Bien qu'ils soient petits, ils sont trapus, leurs muscles sont bien dessinés, ce qui en fait une bande relativement simple à peindre. Ça reste une bande qui est très sympa à jouer, d'ailleurs on retrouve pas mal de joueurs Fyreslayer. Elle demande un véritable investissement stratégique pour réussir à bien s'en sortir, la rendant très intéressante pour progresser sur le jeu. Ensuite, nous avons les Zaideness Deepkin. D'un point de vue narratif, ils sont très intéressants je trouve, car bien que ça reste une faction issue de l'ordre, ça reste des voleurs d'âmes qui ne le font pas par envie mais par nécessité. C'est une bande qui est assez difficile à jouer parce que les tours de jeu vont avoir une grande importance, donc il va bien falloir comment gérer vos différents groupes, mais elle reste cependant assez versatile. Vous pouvez avoir une bande très résistante avec de la cavalerie, qui sera également très rapide. Vous pouvez également jouer sur le nombre, vous pouvez jouer à distance. Bref, il y a vraiment de nombreuses façons d'aborder vos Zaideness.
En termes d'investissement, eh ben là aussi ça va vous coûter un petit peu cher parce qu'il va falloir acheter 4 ou 5 boîtes pour réussir à avoir la bande complète. Cependant, une fois que celle-ci est faite, vous devriez être tranquille. Niveau peinture, on est plutôt dans la moyenne. Il y a certaines facilités car ils ont assez peu de cheveux et de choses comme ça. On reste sur de la peau claire et des armures. Et vous pouvez même vous offrir un peu de frivolité avec les différentes créatures. C'est une bande que je trouve particulièrement sympa à jouer, simplement à cause des mécanismes de marée. Leur aptitude, dépendant du tour auquel vous êtes en train de jouer, apporte une véritable profondeur et une richesse à cette bande, la rendant particulièrement sympa. Ensuite, nous avons les Kharadron Overlord, également connus sous les nains steampunk pirates. D'un point de vue narratif, ils se prêtent très bien au jeu parce que ça va être des petits équipages qui vont avoir des objectifs très clairs. Je les trouve particulièrement adaptés à l'univers de Warcry sur cet aspect. De plus, vous pouvez vraiment créer votre propre bateau, votre propre équipage, et ainsi avoir une véritable personnalisation de votre bande. Ça reste une bande qui est un petit peu difficile à appréhender parce qu'on va devoir beaucoup jouer à distance. On a également beaucoup de choix d'unités et comprendre laquelle prendre n'est pas forcément évident au premier regard. Ils ont cependant beaucoup de choix selon la façon dont vous préférez jouer, que ce soit à longue distance, à portée rapprochée, voire si vous voulez jouer le nombre. Les approches sont variées et elles sont toutes intéressantes. Niveau investissement, on est sur une bande qui est chère. Pour la simple raison que si vous voulez avoir plusieurs fois la même arme dans votre bande, il va falloir parfois acheter plusieurs fois la même boîte et ça va vite monter. Bien qu'il soit majoritairement composé d'armures, ce n'est pas une bande qui est facile à peindre. Leurs armures sont très détaillées, il y a plein de rivets, il y a plein de choses et réussir à les faire pop est un véritable challenge. Ça n'en demeure pas moins une bande qui est assez originale comparée au reste du jeu, notamment par sa mobilité, par son aptitude à distance, et c'est définitivement une bande avec laquelle on peut s'amuser. On enchaîne sur les Lumines Rimlord. C'est une bande qui est un petit peu frustrante, dans le sens où on connaît assez peu de leur histoire. Ils sont principalement définis par leur caractère perfectionniste, mais je trouve qu'il leur manque définitivement quelque chose pour qu'ils se démarquent vraiment des autres bandes. Ce n'est pas une bande qui est facile à jouer. Ils sont chers, ils sont fragiles, et la seule façon de vraiment s'en sortir est de bien gérer ses aptitudes et de bien comprendre comment marchent les différents pouvoirs. De plus, c'est une bande avec assez peu de choix d'unités. Vous allez donc souvent vous retrouver avec plus ou moins la même composition. Malgré tout, il va falloir acheter 2 ou 3 boîtes plus des champions pour réussir à composer votre bande entièrement, ce qui fait que c'est une bande plutôt chère. C'est une bande qui n'est pas facile à peindre. Les figurines sont plutôt fines. Leur design est très aéré, bien que fortement détaillé. Et réussir à faire ressortir les différents éléments est un véritable challenge pour tout peintre qui se respecte. Côté plaisir de jeu, ils sont sauvés par leurs aptitudes, car ils ont des mécaniques qui sont vraiment intéressantes de ce côté-là, les rendant plutôt plaisants une fois qu'on commence à les comprendre. Ensuite, nous avons les Séraphons. Narrativement, ils ont un parcours qui est assez original. À la sortie d'Age of Sigmar, les Séraphons étaient considérés comme des rémanences des prêtres Slann, faisant d'eux de véritables démons de lumière. Cependant, avec l'évolution de l'histoire du jeu, on a également des Séraphons beaucoup plus tangibles, donc des créatures plus primaires, plus bestiales, ce qui nous offre un large choix en termes de création du point de vue narratif de notre bande. C'est une bande qui est plutôt facile à jouer. Chaque unité ayant un but simple, précis et qu'il remplit avec brio. Niveau versatilité, c'est une bande qui brille, simplement parce que chaque unité a un rôle qui est bien défini et surtout parce qu'elle le remplit avec brio. Nos unités rapides sont très rapides, nos unités qui tapent fort frappent très fort, etc. Et on peut vraiment mixer tout ça afin d'avoir la bande qui sied parfaitement à notre stratégie. En termes d'investissement, c'est là où le bas blesse. Simplement parce qu'il va falloir acheter beaucoup de boîtes différentes pour pouvoir profiter de toutes les options qu'offrent les Séraphons. C'est une bande qui est d'un côté facile à peindre parce qu'on va avoir de la peau écailleuse qui est plutôt simple et qui peut être fait à base de brossage, mais on va également avoir beaucoup d'unités différentes avec des formes différentes, ce qui peut rendre l'harmonisation de la bande assez compliquée.
Ça reste une excellente bande, que ce soit pour un joueur averti ou un joueur débutant, parce qu'on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les Séraphons. On enchaîne sur les Stormcast Eternal Warrior Chamber. D'un point de vue narratif, c'est assez faible. La Warrior Chamber, ça va vraiment être le gros de l'armée, et on peut se demander pourquoi on a une petite escouade dans une partie de Warcry. Surtout que ça reste des soldats qui sont extrêmement loyaux, extrêmement disciplinés, donc qui vont suivre leur leader sans vraiment poser de questions. C'est une bande qui reste plutôt facile à jouer car elle est très permissive. Tous les guerriers sont très résistants, ils ont énormément de points de vie, ils ont un mouvement correct. La principale difficulté va être de faire sa bande. Et vous allez me dire pourquoi j'ai mis seulement 2 en versatilité alors qu'ils ont un choix qui est incroyable. Eh bien c'est tout simplement parce qu'au final, le choix n'est pas vraiment là. Toutes les figurines sont excessivement chères, faisant qu'on se retrouve quasiment toujours avec les mêmes bandes en termes de Stormcast Eternal Warrior Chamber, surtout que beaucoup d'unités sont un peu des doublons. En termes d'investissement, c'est une bande qui n'est pas très chère, car vous allez pouvoir facilement en monter une avec une seule boîte de Stormcast, et vous pouvez très facilement en trouver sur le marché d'occasion. Ça reste une bande qui est également extrêmement simple à peindre, parce que c'est des unités qui sont en armure complète, qui sont très larges. De ce côté-là, vous pouvez vraiment vous retrouver avec une très jolie bande, sans forcer. Du point de vue fun factor, je pense que c'est une bande qui est ratée, tout simplement. Ils ont énormément d'unités qui n'ont que peu d'intérêt. Leurs aptitudes sont assez peu intéressantes comparées aux autres chambres Stormcast. Et il faut dire que les quelques parties que j'ai fait avec ne m'ont vraiment pas marqué. Ensuite, nous avons les Stormcast Vanguard Chamber. D'un point de vue narratif, ils ont déjà beaucoup plus de sens dans Warcry. C'est une chambre d'éclaireurs spécialisée en guérilla, ce qui correspond parfaitement au setting de Warcry. Là encore, c'est une bande qui est très simple à jouer, parce qu'on a des unités qui sont résistantes, très permissives, et en plus on dispose de très bonnes attaques à distance et d'aptitudes plutôt simples à gérer, sans compter sur la présence des oiseaux, qui reste une des meilleures unités sacrifiables du jeu. D'un point de vue versatilité, on va être un peu limité parce qu'on est encore une fois sur une bande qui va n'avoir que 5 ou 6 figurines. En termes d'investissement, on est plutôt dans la moyenne selon la façon dont vous pensez votre bande. Si vous arrivez à la trouver, la boîte Warcry contient de quoi faire une bande des plus respectables, mais il va falloir sortir le porte-monnaie si vous souhaitez en plus investir dans de la cavalerie. Encore une fois, c'est une bande qui est très facile à peindre, ils ont majoritairement de l'armure et un petit peu de fourrure, ce qui peut se régler assez facilement avec quelques brossages. Au final, je trouve que c'est une bande qui est plutôt sympa à jouer. J'en ai de très bons souvenirs. Ce mix de distance et de corps à corps efficace tout en étant très permissif en fait une excellente bande pour débuter dans Warcry tout en apportant une véritable dimension stratégique par leur faible nombre d'unités. Ensuite nous avons les Stormcast Sacrosanct Chamber. Ce sont les forgerons et les magiciens Stormcast. D'un point de vue narratif, ils ont leur place dans le jeu je trouve, car ils vont chercher des objets bien particuliers, donc on peut tout à fait comprendre qu'on les retrouve dans l'univers de Warcry. C'est une bande qui est en apparence facile à jouer, mais qui dans le fond ne l'est pas tant que ça. Leur bande est composée d'unités extrêmement spécialisées, mais comme tout le monde ne rentre pas en même temps sur le champ de bataille, ça va être un véritable petit casse-tête pour réussir à gérer au mieux le temps que tout le monde soit là. En termes d'investissement, c'est très facile de se faire une bande de Sacrosanct. Déjà, il vous faut peu de figurines. De plus, comme c'est l'une des 2 armées de la série Mortal Realms, le marché de l'occasion est saturé de ces figurines. Encore une fois, ils sont plutôt faciles à peindre. Ils sont un poil plus compliqués que les autres Stormcast, car vous allez avoir quelques visages à faire, mais également pas mal de tuniques. C'est une bande avec laquelle je me suis bien amusé, mais qui va au bout d'un moment être un petit peu redondante, les rendant finalement assez peu intéressantes sur le long terme. Ensuite, nous avons les Stormcast Thunderstrike. D'un point de vue narratif, on est un petit peu du même côté que les Warrior Chamber, donc rien de vraiment intéressant. Niveau de difficulté de jeu, on est plutôt dans la moyenne. Comme avec toutes les autres bandes Stormcast, on va être assez limité en termes de figurines sur le terrain. Même s'il y a différents choix d'unités, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix de stratégies différentes. C'est une bande qui est dans la moyenne en termes d'investissement, il va vous falloir 1 ou 2 boîtes. Comme les autres Stormcast, ils sont assez faciles à peindre, bien que leur proportion ait légèrement changé.
Mais par contre, c'est une bande avec laquelle on va vraiment s'amuser parce qu'elle a des mécaniques de jeu plutôt originales. Et pour moi, c'est ce qu'auraient dû être les Warrior Chamber. Et finalement, nous avons les Sylvanettes. D'un point de vue narratif, on va de nouveau être assez limité. Les Sylvanettes écoutant le chant éternel d'Alarielle et n'ayant pas vraiment de volonté propre. C'est également une bande qui est assez difficile à jouer car ils sont fragiles et leurs compétences, bien que très puissantes, sont assez difficiles à gérer. On peut cependant faire des bandes variées, allant du très tanky au nombre, en passant par des bandes orientées autour de leurs aptitudes. En termes d'investissement, il est probable que vous ayez besoin d'acheter 3, 4, voire 5 boîtes pour faire la totalité de votre bande Sylvanette, ce qui fait qu'elle n'est pas très rentable de ce côté-là. Ça reste une bande qui est plutôt facile à peindre, étant donné qu'on va principalement peindre des arbres. Les faire ressortir, bien sûr, peut être un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble, vous pouvez avoir quand même une bande très correcte assez facilement. Niveau Fun Factor, c'est une bande qui est un petit peu particulière, car sur les premières parties, on ne sait pas trop quoi faire avec eux. On se retrouve souvent avec la sensation que rien ne marche vraiment, et il va falloir vraiment un temps d'adaptation pour commencer à s'amuser avec et à comprendre leur plein potentiel. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Lancer Critique. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et à très bientôt pour plus de Warcry.